A priori, moi je pensais que une crise de haute intensité avec beaucoup de victimes, beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme pouvait favoriser une dynamique politique plus forte, alors qu'une crise de basse intensité, donc une situation qui restait un peu dans l'angle mort des médias, de la communauté internationale, et qui ne représentait pas des enjeux lourds, pouvait être plus compliqué à gérer. Et en réalité, quand on regarde les processus politiques, y compris dans les Grands Lacs, au Kivu, ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, on s'aperçoit que non, l'exercice c'est pas le même, mais on y retrouve des similitudes, en particulier dans ce qu'il ne faut pas faire, et on s'aperçoit que c'est pas simple. Bon, peut-être on peut arriver à des résultats partiels, un peu spectaculaires dans une crise de haute intensité. On le voit par exemple maintenant dans le Kivu, on arrive à des résultats, à formaliser des éléments d'accord, mais on s'aperçoit que la mise en œuvre est compliquée, que ça ouvre d'autres problèmes. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une réponse catégorique à votre question. Je crois que, voilà, quand il y a une crise, qu'elle soit de basse intensité, tant mieux, parce qu'il y a moins de victimes et peut-être moins de confrontation brutale d'intérêts, donc tant mieux pour les populations. Mais je crois qu'il n'y a pas d'avantage dans une situation de haute intensité ou de basse intensité. À part quelques principes et quelques règles de base, et encore qui ne doivent pas être figées, chaque situation doit être considérée comme spécifique, et l'approche, la réflexion, l'analyse, la conception de l'approche, elle doit être bien concentrée pour s'adapter aux spécificités d'une situation. Il n'y a pas de recette magique. C'est pour ça qu'enseigner la médiation, c'est très difficile. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de modèle magique, et je crois même que la modélisation ou la théorisation peut être quelque chose de très pervers, voire dangereux. Donc voilà, donc il y a d'autres atouts, d'autres éléments importants qui conditionnent une bonne approche d'un processus politique et d'une médiation, mais à ce jour, moi je n'ai pas trouvé de recette miracle ou de modèle parfait. Écoutez, il suffit de relire l'histoire politique de Madagascar, en particulier depuis l'indépendance, hein, sûrement avant, parce que l'histoire des conditions de la colonisation, de la décolonisation, très important à Madagascar, mais regardons l'histoire politique de Madagascar depuis l'indépendance, et on s'aperçoit que c'est une histoire qui montre qu'il n'y a pas pu y avoir de construction d'un processus d'accès et de conduite du pouvoir ni vraiment légitime, ni vraiment démocratique. En plus d'un mode de fonctionnement politique très complexe, très difficile à appréhender, mais ça, on le retrouve dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas une spécificité malgache, mais il se trouve que, bon, regardez, à part l'élection de Zaf, quand il y a eu la rupture des années 90,
qui était la seule élection où il y avait un peu de légitimité et une élection qu'on pouvait considérer, certainement pas parfaite, mais qu'on pouvait considérer comme acceptable pour être le point de départ de construction d'un processus de consolidation de la démocratie. À part cette élection, il n'y a pas eu une seule situation d'accès au pouvoir ou de remise en cause du pouvoir qui se fondait sur une pratique qui créait, qui produisait de la légitimité et de l'adhésion démocratique des populations malgaches. D'abord, Madagascar est un membre historique de la francophonie. Donc, à ce titre, la francophonie avait une responsabilité de suivi, d'évaluation du processus politique malgache depuis toujours et très particulièrement depuis 2000, quand la francophonie a adopté la déclaration de Bamako, qui était le cadre normatif qu'elle devait suivre et mettre en œuvre pour l'accompagnement des processus politiques de démocratisation, de rupture de l'ordre constitutionnel ou de coup d'État. Donc, c'est évidemment comme ça que la francophonie est rentrée quand il y a eu la crise de 2009. La francophonie a appliqué les principes de la déclaration de Bamako, elle est restée dans son cadre. Dans un premier temps, on a eu une démarche assez classique, basée sur l'expérience des précédentes crises malgaches, puisque la francophonie, à l'époque, c'était Boutros Boutros-Ghali qui était secrétaire général de la francophonie. Quand il y a eu la confrontation, je dirais, en 2000-2002, Ravaloman, donc sur la base de ces expériences. Moi, à l'époque, j'étais en première ligne sur cette crise, mais j'étais au ministère des Affaires étrangères. Je n'étais pas à la francophonie, donc j'ai vécu de très près et très directement cette crise. Donc c'était très instructif d'avoir l'expérience de la crise précédente et des conditions dans lesquelles on est passé d'une crise à l'autre. Donc dans un premier temps, la francophonie a réagi d'une manière très classique, c'est-à-dire qu'elle a cherché une personnalité politique expérimentée qui pouvait intervenir pour favoriser un processus de discussion politique, de médiation, une solution politique à la crise sur la base des principes démocratiques. C'est comme ça que le secrétaire général de la francophonie, le président Diouf, a choisi Edem Kodjo pour être son envoyé spécial pour la crise malgache. Et donc, on s'est retrouvé, ça c'est, disons, un peu la première phase de cette crise qui dure depuis plus de 4 ans, presque 5, la première phase de cette crise où on s'est retrouvé avec l'envoyé spécial de la francophonie, l'envoyé spécial des Nations Unies, Tibile Dramé, et l'envoyé spécial de l'Union africaine, Ablassé Ouedraogo, 3 envoyés spéciaux, 3 médiateurs, rejoints assez rapidement, peut-être on y reviendra, par le président Chissano. Donc on s'est retrouvé avec 4 mousquetaires, et c'est là où les problèmes ont commencé. Parce qu'il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas de convergence, et il y avait un mode de fonctionnement des 4 médiateurs qui n'était pas efficace, pas transparent, des fortes personnalités, situation classique, concurrence, rivalité, chacun voulait jouer le premier rôle, chacun était poussé par sa propre organisation pour montrer ses muscles et dire non, 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 c'est l'Union africaine, c'est les Nations Unies, c'est la SADC qui est en charge et qui fait le travail. Donc cette première phase, qui était la phase Maputo, du point de vue de la médiation, ça partait très mal. Et donc, quand à ça s'est ajouté
un dispositif de discussion d'un accord politique à Maputo qui était extrêmement compliqué, instable, trop de monde, des camps un peu chaotiques, pas de leadership politique, pas vraiment de consistance ni de sens de responsabilité de l'intérêt général pour avoir un horizon de sortie de crise. Donc toute cette phase, elle a été compliquée, pas très productive. Bon. Et donc c'est à la fin de cette phase où, il y a eu comme une espèce de reconnaissance par une conception et une pratique que moi je considère comme très mauvaise du principe de subsidiarité. On y reviendra peut-être, que la SADC et le président Chissano, avec son caractère, c'est un homme de caractère, s'est retrouvé en position de leadership pour la négociation, et en même temps s'est enlisé dans Maputo 1, Maputo 2, Maputo 3, Addis Abeba, etc., qu'à l'OIF, on a tiré un peu les leçons de ça. On a considéré que malgré les efforts déployés par Kodjo pour dire voilà, on n'est pas là pour nos égos, on est là pour essayer d'aider à une solution, du concert avec Edem Kodjo, on a dit bon, on retire le médiateur et on change d'angle. C'est-à-dire on laisse la SADC faire son boulot et nous, on essaye, francophonie, d'agir pour essayer d'enraciner, de commencer à construire concrètement les éléments d'un processus de sortie de crise, puisque inéluctablement, il fallait aider à trouver un mode de fonctionnement positif des acteurs et des institutions malgaches, et surtout, compte tenu du passé électoral de Madagascar, commencer vite à construire la préparation d'un processus électoral, puisque s'il y avait un point sur lequel il y avait unanimité de tout le monde, c'était que l'étape décisive de la sortie de la crise, donc recréer de la légitimité, réorganiser un peu les choses, mesurer un peu les rapports de force, c'était l'échéance électorale. Et donc on s'est concentré sur cet axe, tout en gardant évidemment la liaison avec l'articulation, la concertation, avec Chissano, avec l'Union africaine, avec les Nations unies. Et c'est là où, après le retrait de Kodjo, moi je suis rentré en lice pour cette mission-là, c'est-à-dire pour essayer de mobiliser les capacités, les compétences et l'expertise de l'OIF pour aller un peu dans cette direction, représenter la francophonie et faire passer ces messages aux réunions du groupe international de contact et aux différentes autres réunions. Et puis, voilà, essayer d'aider pour qu'au moins les positions et les actions des uns des autres, ce qui se révélera difficile, restent un peu équilibrées et ne soient pas trop en contradiction. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, comment pallier moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Mais par contre, c'est vrai que l'atomisation, le problème des faiblesses des partis politiques, il n'y a pas de parti politique, de force politique constituée, forte, porteuse de légitimité, capable de s'engager. On est plus dans un jeu, comment dirais-je, d'opportunisme politique, de personnalisation des ambitions. Voilà, donc c'est pour ça aussi que moi j'ai coutume de dire, je ne suis pas le seul, mais j'y crois vraiment, que la démocratie, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et dans beaucoup de pays, et en particulier africains, le vrai défi, c'est la construction d'un processus de démocratisation. Et pour ça, il faut qu'il y ait une responsabilisation des acteurs politiques, il faut que la société civile puisse jouer son rôle sans se substituer aux partis politiques ni aux autorités de l'État.
Il faut que les partenaires internationaux prennent la vraie mesure de leur rôle, ni indifférence, ni ingérence, etc. Donc l'équation est compliquée, mais je crois qu'il faut vraiment nourrir, maintenir cette réflexion sur le long terme, sur comment doit se construire une démocratie en conciliant les principes universels, les spécificités locales, etc. Et je crois, et ça malheureusement je crois que c'est une des grandes lacunes aujourd'hui, en particulier sur le continent africain, de travailler pour que justement les acteurs de la société civile, les institutions de l'état de droit, les partis politiques se responsabilisent, se renforcent et jouent ce rôle qui est déterminant. Quand je disais cas d'école pour Madagascar, c'est parce que j'ai vraiment eu l'impression pendant toutes ces années qu'on a fait là-bas tout ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, donc c'est un peu cette idée que je voulais exprimer en utilisant la formule cas d'école. Donc je vous disais confusion, plusieurs médiateurs, pas de perspective, beaucoup d'improvisation, une rivalité complètement surréaliste entre les partenaires multilatéraux, un jeu trouble de beaucoup de partenaires bilatéraux, le jeu des Américains, le jeu des Français, le jeu des Sud-Africains, etc. Et puis, ce qui est très frappant, cette espèce de spirale infernale dans laquelle on a laissé dériver ce processus de médiation et de négociation politique par cet usage absolument dramatique du principe de subsidiarité. L'Union africaine a adopté ces dernières années des textes de référence, dont la mise en œuvre n'est pas toujours facile, mais des textes de référence qui ont quand même été adoptés et approuvés par l'ensemble des pays membres de l'Union africaine, qui a été validé par toutes les organisations sous-régionales du continent. Et ces textes sont conçus comme une architecture. Bon. Donc, quand on dit sur une crise dans une région donnée, Madagascar pour la partie sud de l'Afrique, je ne sais pas si on peut dire australe ou pas, mais la partie sud de l'Afrique, la CEDEAO, on peut aussi dire beaucoup de choses sur la crise ivoirienne. La CEDEAO dans la crise ivoirienne, ça veut dire que ces organisations sous-régionales ont indéniablement un rôle à jouer, qui doit être savamment mesuré, parce que la proximité présente des avantages, mais présente aussi beaucoup d'inconvénients, qui doit être mesuré, et qui ne doit pas être un conflit de leadership, qui ne doit pas être une appropriation exclusive de l'organisation sous-régionale, mais c'est une action qui doit s'inscrire dans un processus qui permette à chacun de jouer son rôle au bon moment et qui doit rester dans la logique de cette architecture construite et adoptée par l'ensemble du continent. Et là, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Et la SADC est une organisation très opaque, très peu transparente, dont on ne sait pas très bien comment elle fonctionne, qui a été quand même à la lumière des expériences du Zimbabwe, etc. On a pu quand même voir un peu les qualités et les défauts de l'organisation de la SADC, avec le jeu des Sud-Africains, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, jusqu'à ce qui s'est passé récemment en République centrafricaine, sur lesquels il y aurait beaucoup de choses à dire.
Bon, la SADC s'est retrouvée dans cette logique de dire c'est mon dossier, c'est mon affaire, que personne d'autre ne s'en occupe. Elle a fonctionné dans l'opacité, mais elle a fonctionné, et ça j'ai pu vraiment le mesurer dans les réunions et sur le terrain à Madagascar, sans compétences avérées, sans maîtrise et sans, comment dirais-je, connaissance de l'équation malgache, avec beaucoup de maladresse. Bon, pas que le problème linguistique, hein. Il y avait beaucoup d'autres choses derrière qui ont été quand même des éléments très problématiques. J'adhère totalement à votre formule, hein. Aujourd'hui, elle est plus le problème que la solution, mais c'est un problème profond, parce que l'Afrique du Sud est même un problème pour elle-même aujourd'hui, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de fonctionner sur le plan de la vie politique et démocratique, et puis, pour ce qui nous intéresse ici, je dirais de son ambition africaine et du rôle qu'elle pourrait jouer dans l'évolution du continent, dans la gestion des crises, dans la stabilisation, etc. Écoutez, il y a trois périodes, hein, mais c'est un sujet qui mérite beaucoup d'être approfondi. Et aujourd'hui, je pense qu'il mériterait beaucoup d'être approfondi parce que je pense qu'il va continuer à poser problème dans le continent. Donc ce serait bien que les Africains comprennent un peu et s'approprient tout ça. Il y a eu la phase Mandela. Alors là, vraiment, par expérience, et je me souviens de 2 ou 3 sujets précis sur le Burundi, sur le problème de la reconnaissance du Polisario, etc. Mandela était un homme d'ouverture, de dialogue, qui réfléchissait, qui ne prenait pas ses décisions n'importe comment, qui était extrêmement ouvert. Tout le monde avait espéré à l'époque que sa démarche, sa manière de fonctionner, allait imprimer la nouvelle Afrique du Sud et que cette nouvelle Afrique du Sud, à la Mandela, allait pouvoir apporter à l'Afrique quelque chose d'important. Et puis il y a eu la période Thabo Mbeki. Alors Thabo Mbeki, c'est clair, c'est un homme d'État, un homme qui a le sens de l'État, qui avait vraiment une pratique du pouvoir qui était, bon, même s'il y a eu des affaires, etc., mais il y avait une pratique du pouvoir qui était responsable, mais c'était très idéologique. C'était la Renaissance africaine, etc. Donc c'était très idéologique. Ce qui l'a amené à se tromper un peu, mais il y avait quelque chose en construction. Et puis il y a eu la période Zuma, où alors là c'est parti dans tous les sens. C'était le retour à l'État ANC, c'était du grand n'importe quoi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais revoyons le rôle de l'Afrique du Sud sur la Libye, sur la Côte d'Ivoire, sur la Centrafrique, sur Madagascar. Et là on a pris la mesure un peu de cette évolution regrettable parce que c'est pas bon pour l'Afrique du Sud, c'est pas bon pour l'Afrique australe, c'est pas bon pour le continent africain. Je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Et maintenant, il y a ce problème de leadership politique en Afrique du Sud qui est un vrai problème. Alors que derrière ce leadership politique, derrière cette forme de leadership de Zuma, de retour de l'ANC, etc., derrière, il y a quand même un État, une administration et des vraies compétences en Afrique du Sud. Bon, je ne dirais pas qu'il y a une connaissance et une interaction suffisante sur le continent africain.
dans cette administration. Les interlocuteurs que j'ai pu avoir côté sud-africain sont des gens compétents, ils ont le sens de l'intérêt général, mais il y a encore, il leur manque encore, pour pouvoir jouer, avoir une ambition africaine, avoir en tout cas un rôle positif sur le continent, il leur manque encore de la connaissance, du sens de l'ouverture. Il faut voilà, qu'ils s'ouvrent, qu'ils réfléchissent et puis qu'ils aillent vers les autres, puis qu'ils écoutent le reste du continent. S'ils veulent jouer un rôle, s'ils veulent aider, ça ne marche pas comme ça. On n'est plus, Dieu merci, dans une période néocoloniale. Donc, il ne faut pas qu'il y ait cette démarche un peu de sens de supériorité ou de fermeture d'esprit. Et c'est ce qu'on espère de la part des Sud-Africains. Pour prendre le dernier en date des exemples problématiques sur la crise malienne sahélienne, on n'est pas loin du tout de ces problèmes de dysfonctionnement et de fonctionnement du système international, et en particulier des acteurs multilatéraux, qui maintenant, dans cette période post-guerre froide, dans cette période où on cherche à consolider un multilatéralisme compliqué, imparfait, mais qui est la tendance dominante et qui est celle qui peut faire espérer plus de démocratisation dans les relations internationales. Donc dans ce contexte, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Les acteurs multilatéraux ne fonctionnent pas. On peut reprendre dans le détail, mais ça ne fonctionne pas. C'est toute la difficulté, c'est tout le problème. Les Nations Unies, bon, qui sont une organisation compliquée, fragile, à l'intérieur du système des Nations Unies, il y a quand même beaucoup de rivalités, de batailles feutrées entre les agences, entre les affaires politiques, le maintien de la paix, etc. Donc c'est une machine lourde à manier. Je veux dire, il ne faut pas regarder seulement le Conseil de sécurité, où là, bon, il y a le jeu des 5 puissances, il y a le jeu de la montée des émergents, etc. Mais globalement, la machine onusienne, quand on regarde comment elle fonctionne aujourd'hui, elle pose problème. Donc, dans un certain nombre de cas, elle veut s'investir en première ligne. Elle essaye de le faire, elle ne réussit pas toujours. Mais dans d'autres situations qu'elle ne considère pas pour elle comme prioritaire ou trop compliquée, elle a tendance un peu à se défausser sur l'Union européenne, l'Union africaine, les organisations sous-régionales. Bon, l'Union africaine, on connaît le problème du décalage entre son ambition et la réalité de ses capacités, les difficultés à gérer les États membres dans ces instances. Elle est fragile. Elle est fragile. Et même si, comme c'est le cas en Somalie, elle arrive à faire des choses avec la MISOM, etc., elle a un vrai problème de déficit de capacité, de moyens. La MISOM, ça marche parce que 90% du financement de la MISOM, il vient de l'Union européenne et des bailleurs du Nord. Donc voilà, elle a cette fragilité. Et puis, dans ce contexte, il y a maintenant ce problème, je pense qu'il serait urgent de le résoudre, de le clarifier, ce problème du fonctionnement des organisations sous-régionales en Afrique, et en particulier de celles qui se sont un peu structurées ces dernières décennies, notamment la CEDEAO et la SADC. Mais regardez sur la crise centrafricaine, la CEAC a aussi voulu jouer son rôle,
Et on a vu que c'était aussi compliqué, parce qu'elle a voulu jouer son rôle, et de facto, elle s'est retrouvée en confrontation avec les Sud-Africains, dans une situation un peu compliquée, parce que les principaux acteurs de la CEAC avaient chacun leur agenda, comme d'ailleurs sur la crise ivoirienne ou sur la crise malienne, les principaux acteurs de la CEDEAO ont en réalité chacun leur agenda, etc., etc. Donc voilà, ces problèmes, on les retrouve, mais la crise malgache, parce qu'elle était de faible intensité, parce qu'elle était un peu dans l'angle mort, elle a été un peu victime. Bon, le problème, pour revenir à Madagascar, c'est que dans les précédentes crises, il y avait eu, notamment de la part des églises, un petit peu de la société civile, des initiatives et un travail de dialogue politique, de médiation qui, avec ses caractéristiques, mais ont pu faire un peu avancer le processus, l'élaboration d'accords ou la sortie de crise, plus par une épreuve de force, comme ça avait été le cas en 2002, Ratsiraq contre Ravaloman. Mais il y avait des acteurs nationaux qui ont joué un rôle. Là, on s'est retrouvé dans cette situation avec très personnalisé dans le face-à-face Ravaloman-Razoel, qui se ressemblaient beaucoup, avec des intérêts financiers, familiaux, claniques, etc. derrière. On s'est retrouvé dans cette situation où il n'y avait plus ni de leadership, ni de force malgache capable d'être un peu au centre, une espèce de colonne vertébrale d'un processus que la communauté internationale pouvait accompagner. Donc il y avait ce problème, cette faiblesse, cette vulnérabilité qui fait que la voie était ouverte pour le déchaînement des ambitions des partenaires extérieurs et un rôle incontestablement surévalué de ces partenaires extérieurs. L'Église, qui était la force qui avait joué un rôle de médiation dans les crises précédentes, et notamment dans la dernière crise de 2000-2002, le problème c'est que depuis 2002, elle a évolué très vite, qu'elle a éclaté, et donc elle n'avait plus ce minimum de cohésion qui permettait à ces différentes composantes catholiques, protestantes, etc., d'avoir une démarche commune. Elle a vite éclaté et elle s'est vite, pour aller vite, retrouvée otage de dynamique politique et otage aussi, il faut le dire, des deux principaux protagonistes. D'un côté, Ravaloman, qui même a des fonctions dans son église protestante, et le clan Razoel. Donc voilà, elle s'est retrouvée au début, elle a tenté au début de la crise de jouer ce rôle, avec Monseigneur Odon, avec les premières discussions, mais comme elle avait évolué dans le mauvais sens depuis la dernière crise, ça n'a pas fonctionné. Alors, on a l'impression et il n'y avait pas de relais national. Très franchement, je considère, qu'il n'est jamais inexistant. Dans les pays, il y a des forces qui ont leurs atouts, leurs faiblesses, etc. Il y a des forces, il y a des acteurs, bon, il y a un peuple, il y a une vie civile, il y a des militaires. Les militaires, ce n'est pas toujours que les aspects négatifs. Je peux dire, dans les forces de sécurité, il peut y avoir des éléments qui peuvent jouer un rôle positif, etc., etc. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Il y a toujours. Après, la responsabilité et le rôle d'un médiateur ou d'une médiation, c'est de comprendre comment ça marche et d'articuler la médiation en utilisant le plus positif et en valorisant le plus utilement possible les forces existantes. Mais on ne peut pas dire que dans les pays africains, il n'y a rien et que seuls
les magiciens extérieurs sont capables d'un coup de baguette magique de résoudre les problèmes. Ça, c'est pas vrai. C'est une très mauvaise approche. Et d'ailleurs, certains médiateurs qui se prennent pas pour rien ont malheureusement des fois tendance à se dire voilà, moi je suis le représentant de la communauté internationale, je suis le grand monsieur, tout le monde met à mes pieds, tout le monde a mes ordres, on fait comme je veux. Et ça ne peut pas marcher. Alors, heureusement, après la phase 1, donc Maputo, multiples médiations, etc., la phase 2, elle a eu des mauvais côtés. On a évoqué la SADC, l'Afrique du Sud, etc. Mais elle a eu au moins un bon côté. C'est ce processus qui a amené à la signature de la feuille de route. Bon, alors, c'est clair, les Sud-Africains voulaient et ont fait un forcing pour qu'il y ait un papier politique. Il y a eu ce papier politique. Bon. Ce papier politique, il a été utile pour passer à la phase suivante, c'est-à-dire la dernière ligne droite pour la sortie de crise, en tout cas pour la tenue d'élections. Donc ça, c'est quand même une évolution positive. Le problème, c'est que cette feuille de route, sur des points particulièrement sensibles, avait ses imperfections. Par exemple, et on en est toujours dans ces problématiques, elle a, et ça c'était aussi un élément où la SADC a montré la limite de ses compétences sur le volet électoral. Par exemple, elle a trop exclusivement donné aux Nations Unies le rôle de référence pour la détermination du processus électoral. Et le travail qui a été fait par les Nations Unies dans ce processus de préparation des élections n'a pas été bon. Il a créé des problèmes plus qu'il n'en a résolu. Deuxièmement, problème central qui est celui, le volet judiciaire, c'est-à-dire le problème de l'amnistie, et lié au problème de l'amnistie, la question du retour de Ravaloman à Madagascar. Donc ça, c'est les deux talons d'Achille de la feuille de route qui a créé les problèmes qu'on connaît depuis la signature de la feuille de route pour sa mise en œuvre. Bon. On a avancé, et l'OIF a joué un rôle pas négligeable, et toutes ses équipes, son expertise. On a avancé sur la préparation des élections. Il y a une commission électorale, il y a eu la refonte des textes, il y a eu maintenant la phase de préparation logistique. Là, toujours, en toile de fond, on a quand même retrouvé dans cette période les petits jeux de rivalité entre Nations Unies, OIF, SADC et autres. Mais au moins, ça a enclenché et la préparation des élections avance. Bon. Il reste que maintenant, pour tenir l'échéance, je pense que si vraiment on continue sur cette lancée, les problèmes de l'organisation, les problèmes techniques, ils peuvent être à peu près surmontés, même si c'est quand même compliqué, parce que c'est compliqué d'organiser une bonne élection dans un pays où il y a des problèmes de communication, des problèmes d'alphabétisation, des problèmes de mode de fonctionnement nouveau du scrutin, c'est pas comme avant, le bulletin unique, un vote un peu plus libre, etc. Reste que maintenant, on est quand même un peu coincé par ce problème de l'amnistie, du retour de Marc Ravaloman, qui reste un élément de blocage. Bon. Donc il y a eu dans la dernière ligne droite un nouveau bond en avant avec, disons, le consensus et l'adoption de la formule Nini. Ravaloman a renoncé, Rajoelina a renoncé. Donc maintenant on est un peu dans, puisque ça vient de commencer, dans la bataille des candidatures. Mais on va voir
dans quelles conditions vont se tenir ces élections, et surtout si ces élections vont être un élément moteur pour sortir de cette phase de 5 ans et passer à une phase suivante. Si elles vont permettre de recréer un peu de structuration politique, un peu de légitimité, etc. Mais c'est pas fini, parce qu'à Madagascar, les cicatrices du passé n'ont pas été fermées. Donc après les élections, il y a des choses qui vont ressurgir. Donc il ne faut surtout pas... Et ça, c'est un vrai problème dans la gestion des sorties de crise sur le continent africain. Il ne faut surtout pas, après les élections, se dire « ouf, ça y est », et de partir, de tout abandonner et d'aller voir ailleurs. C'est un processus continu. Une fois que les élections ont produit quelque chose, il faut continuer à travailler pour que... et ne pas, comment dirais-je, se défausser ou faire preuve d'indifférence en disant on a passé la phase critique, on peut aller s'occuper d'autre chose. Bon, c'est quelqu'un qui a forcément envie de s'investir, qui a une motivation pour comprendre les situations, les gens à réconcilier. C'est quelqu'un qui doit garder beaucoup d'humilité. C'est quelqu'un qui doit savoir écouter. C'est quelqu'un qui a quand même un peu de sens de la méthode, parce qu'une médiation, ce n'est pas un homme, mais c'est un dispositif. Donc il faut les compétences, il faut la méthode, etc. Voilà quelques éléments, je dirais, qui peuvent peut-être dessiner le profil d'un bon médiateur. Maintenant, vous savez, le problème, ce n'est pas un bon médiateur dans l'absolu, c'est le bon médiateur pour la bonne crise. Il faut de l'utopie, mais il ne faut pas rêver. La paix, ce n'est pas le contraire de la guerre. Les situations, elles sont très variées en Afrique. Même dans les pays qui ont la réputation d'être des pays en paix, ils ont des problèmes. Il y a des tensions, il y a des rivalités, il y a beaucoup de facteurs de tensions conflictuelles, etc. Donc voilà, la paix, c'est très bien que ce soit un idéal, mais dans la réalité des choses, ça doit être une préoccupation permanente et qui va durer encore longtemps avant qu'on puisse considérer, comme l'Europe après des siècles et des siècles, que voilà, il y a une dominante de pacification qui s'est imposée sur le continent. Quand vous regardez les situations aujourd'hui, et puis surtout quand vous regardez les fragilités, quand vous avez des États fragiles, quand vous avez autant de corruption, quand vous avez autant de problèmes sur les fonctionnements des forces de sécurité, quand vous avez autant de problèmes sur les capacités, l'indépendance, la force des institutions de l'État de droit, réglons ces problèmes, et c'est en réglant ces problèmes qu'on générera une pacification, une réduction des tensions, etc. Sans parler du problème du développement. Et aujourd'hui, moi je suis un peu, comment dirais-je, fatigué de voir et de lire des rapports qui parlent de la pauvreté, la réduction de la pauvreté, etc. Le problème de l'Afrique, c'est pas la pauvreté. D'ailleurs, on commence maintenant à dire « Ah, mais c'est un continent riche, un continent convoité, c'est le continent du prochain siècle ». Le problème central, et qui est directement lié à la paix, ce n'est pas le problème de la pauvreté, c'est le problème des inégalités. Donc voilà encore un sujet qui mériterait de revenir un petit peu au premier plan des préoccupations des autorités africaines, des acteurs politiques et des partenaires internationaux.